Vote des abattements complémentaires, exonération progressive de taxes d'habitation pour la totalité des foyers situés sur le territoire de la ville de Cholet. Lors de la conférence nationale des territoires du 17 juillet dernier, puis lors du 100e congrès des maires du 23 novembre dernier, le président de la République a confirmé sa volonté d'exonérer de taxes d'habitation 80% des ménages. Le chef de l'État justifie cette réduction d'impôts de 10 milliards sur les impôts locaux en considérant qu'il s'agit de la mesure la plus essentielle et la plus juste pour le pouvoir d'achat. Si l'objectif de restituer du pouvoir d'achat aux ménages est légitime, l'État aurait pu retirer de ses impôts plutôt que de supprimer celui des communes, en particulier lorsque la taxe d'habitation représente plus d'un tiers du levier fiscal direct de la ville de Cholet. La ville sera compensée dans un premier temps par un dégrèvement pour les 16 408 nouveaux foyers fiscaux concernés, puisque l'État se substitue au contribuable local pour payer à la collectivité un impôt dont ce dernier est exonéré de paiement. L'État remplace donc cette imposition locale par la dette et de l'impôt national. Cette mesure non financée contribue en effet à alourdir le déficit de l'État, moins 82 milliards, moins 83 milliards plutôt pour le PLF 2018, contre moins 69 milliards d'euros en loi de finances initiale 2017, quand les collectivités et la ville de Cholet sont-elles contraintes par la règle d'or de l'équilibre budgétaire. Au-delà de la diminution significative du pouvoir fiscal de la collectivité territoriale, il est en réalité extrêmement probable qu'à terme, à l'issue de la période de lissage, le dégrèvement se transforme en une exonération pure et simple qui obéira à la même logique que les exonérations existantes et ne fasse l'objet que d'une simple compensation soumise à variable d'ajustement à la baisse pour la collectivité locale. Cette réforme affaiblit inévitablement le lien entre le citoyen, administré, contribuable local et sa commune pour le financement des services publics locaux. En tout état de cause, cette mesure ne mettra absolument pas fin aux injustices résultant de la vétusté du calcul des valeurs locatives. Cette réforme continuera à être assise sur des bases obsolètes, aucune réévaluation des bases de cet impôt n'ayant été faite depuis 1971. Ce caractère injuste continuera également à avoir des effets sur les collectivités territoriales à travers notamment la taxe foncière sur les propriétés bâties et la répartition des dotations qui font référence. Enfin et surtout, cette mesure se concentrera sur les 20% des ménages restants au plan national. Ces ménages acquittent déjà chaque année plus de 80% du produit de l'impôt sur le revenu. Sur le territoire de la ville de Cholet, la taxe d'habitation se concentrerait sur 15,59% des ménages. Puisque la taxe d'habitation est un impôt injuste, il l'est pour tous. Pour des raisons de justice fiscale, d'égalité et de consentement devant l'impôt, la municipalité souhaite donc que l'ensemble des Choletaises et des Choletais puissent bénéficier de ce dispositif d'exonération progressive. L'article 3 du projet de loi de finances pour 2018 dispose qu'à compter des impositions de 2018, un nouveau dégrèvement permettra à environ 80% des foyers d'être dispensés du paiement de la taxe d'habitation au titre de leur résidence principale d'ici 2020 et que cet objectif sera atteint de manière progressive sur 3 ans. En 2018 et 2019, la cotisation de la taxe d'habitation restant à charge de ces foyers après application éventuelle du plafonnement existant sera abattu de 30% puis de 65%. Ce nouveau dégrèvement concernera les foyers dont les ressources n'excèdent pas 27 000 € de revenu fiscal de référence, pour une part, majoré de 8 000 € pour les 2 demi-parts suivantes, soit 43 000 € pour un couple, puis 6 000 € par demi-part supplémentaire. Pour les foyers dont les ressources se situent entre ces limites et celles de 28 000 € pour une part, majorée de 8 500 € pour les 2 demi-parts suivantes, soit 45 000 € pour un couple, puis 6 000 € par demi-part supplémentaire, le droit à dégrèvement sera dégressif afin de limiter les effets de seuil. L'État prendra en charge les dégrèvements dans la limite des taux et des abattements en vigueur pour les impositions de 2017. Les éventuelles augmentations de taux ou d'abattements seront toujours supportées par les contribuables. Il n'y a donc pas de suppression de la taxe d'habitation puisque cet impôt sera toujours présenté dans les rôles de fiscalité avec la contribution à l'audiovisuel public. La ville de Cholet souhaite donc aller plus loin et corriger les incohérences de la réforme actuelle de la taxe d'habitation soutenue par le président de la République et son gouvernement. Au regard du principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt, et afin de corriger les injustices de la suppression de la taxe d'habitation pour une partie seulement des contribuables, le conseil municipal souhaite faire bénéficier des dispositions d'exonération progressive de la taxe d'habitation à l'ensemble des ménages sur son territoire. La municipalité souhaite instaurer cette exonération progressive supplémentaire
sur les contribuables non dégrevés de l'État et la soutenir financièrement sur le budget de la ville de Cholet. Il est donc proposé au Conseil d'appliquer les abattements de 30% en 2018 et 65% en 2019 pour l'ensemble des Choletaises et des Choletais assujettis à la taxe d'habitation, y compris aux foyers fiscaux qui ne sont pas concernés par le dégrèvement progressif à l'euro près prévu par l'État. Et c'est un avis favorable de la Commission Finances, Commerce, Économie et Relations internationales en date du 6 décembre. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Vacher. Oui, Monsieur le maire, tout à l'heure, à propos des collèges, de la motion que vous avez présentée sur les collèges, il est notamment écrit « Il est dommage que ces travaux aient été diffusés dans la presse ». Moi, je me pose la question de votre attitude vis-à-vis des élus de la minorité, dans la mesure où, encore une fois, nous avons eu un débat d'orientation budgétaire le mois précédent. Il n'était pas question de ce projet dans le débat d'orientation budgétaire. Les taux qui étaient mentionnés dans le débat d'orientation budgétaire n'étaient pas ceux que l'on a aujourd'hui dans le budget qui nous est présenté. Et en fait, c'est quelque chose qui se produit de plus en plus fréquemment. C'est par la presse qu'on apprend effectivement ce qui se passe dans le quartier Maucrin, à la Meilleraie, pour remédier aux problèmes de la SPTT. Vous réunissez le conseil municipal des jeunes pour leur expliquer tous les bienfaits de la démocratie, mais vous le faites sans la présence de la minorité. Donc moi, je pose la question, notamment sur une mesure comme celle-ci. Est-il normal que une décision comme celle-ci, en fait, n'ait pas fait l'objet d'une communication, un complément au document d'orientation budgétaire, dans la mesure où éventuellement c'était pas encore finalisé à ce moment-là? La réponse est simple, M. Vacher. Il y a un débat d'orientation budgétaire. Il est prévu qu'il soit fait dans les 2 mois précédant le vote du budget. Donc forcément, entre le débat d'orientation budgétaire et le vote du budget, il y a un délai. Et dans ce délai, on peut tout à fait, heureusement, sinon je ne vois pas l'intérêt de faire un débat puis un budget, autant faire tout de suite le budget comme jadis. Il y a des possibilités de modification, et en voilà une majeure, qui tient notamment à ce qu'on a pu apprendre par rapport à des propositions sur la fiscalité locale, à l'occasion du Salon des maires. Et le Salon des maires, vous l'aurez observé, c'est situé entre notre débat d'orientation budgétaire et ce conseil municipal ce soir. Donc nous avons eu une proposition qui a été faite. Oui, elle a été rendue publique, mais comme une proposition. Vous savez, j'ai siégé 15 ans à l'Assemblée nationale et pendant 15 ans, j'ai lu dans la presse les propositions budgétaires, quelle que soit la tendance politique du gouvernement, avant de pouvoir en discuter à l'Assemblée nationale. Alors, voilà, on informe d'une proposition sur laquelle on réfléchit. Après, on en débat en commission, puis en conseil municipal. Nous sommes là pour ça. Je ne sais pas où est la problématique. Quant au conseil municipal des jeunes, je vous avoue que là, je vais vérifier, parce que théoriquement, contrairement à une époque, je l'avoue, vous n'étiez guère invité. Théoriquement, vous êtes maintenant invité à toutes les manifestations. Donc, s'il y a eu un écart de notre service protocole, je vous prie de nous en excuser et je vérifierai dès demain pour quelle raison. Madame Hardy. Oui, monsieur le maire. C'est vrai qu'on s'apprêtait à reconnaître que vos procédés étaient plus transparents, plus loyaux, plus respectueux. Les propos qui ont été découverts dans la presse il y a quelques semaines nous invitent à finalement considérer le contraire. Lesquels, pardon, les propos qui amenaient à présenter cette délibération. Ce n'est pas il y a quelques semaines, soyez quand même logique, c'était il y a 8 jours. 8 jours. Un peu plus de 10 jours, puisque c'était un week-end, c'était un samedi. Ben oui, ça fait 8 jours. Voilà. Bref, cette délibération reprend l'exposé des motifs du projet du gouvernement qui va bientôt donner lieu probablement à une loi qui explique que la taxe d'habitation est un impôt injuste. Soit. C'est un impôt injuste et dans la manière dont il est calculé, ou dans la manière dont on prévoit l'assujettissement, il est un petit peu décalé puisque les éléments qui sont considérés datent du début des années 70.
Donc on est obligé d'attester de la pertinence de ces propos, mais la ville indique qu'il s'agit de mettre un terme à l'injustice, puisque le gouvernement n'entend pas exonérer immédiatement l'intégralité des contribuables. Alors on peut, c'est vrai, dans un premier temps, aussi remarquer que la démarche du gouvernement manque un petit peu de sécurisation, puisqu'il n'y a pas de lisibilité, il n'y a pas de visibilité, les délais annoncés sont très courts. S'agissant des recettes des collectivités, c'est vrai que je pense qu'il faudrait pouvoir prévoir à 7, 10 ans. En l'espèce, il n'en est rien. Et je le reconnais bien volontiers. Pour autant, dans l'argumentation que vous nous proposez dans cette délibération, il y a quelques éléments qui n'apparaissent pas judicieux. Vous indiquez que si la taxe d'habitation est un impôt injuste, il l'est pour tout le monde. Sauf qu'il y a des injustices qui sont plus faciles à supporter pour certaines catégories de la population. Et je pense qu'au nom de la justice sociale, au nom de l'équité, il appartient aux personnes qui disposent de plus de revenus d'accepter la différenciation pour permettre à ceux qui ont des revenus plus modestes, pour qui l'impôt est moins soutenable, de contribuer un petit peu plus fortement, puisque les délais annoncés sont quand même assez courts. Donc je ne vais pas voter pour cette délibération, parce qu'on ne peut percevoir le sens de votre démarche que si on la lit à la délibération suivante, à savoir la délibération 2.3, qui va nous amener à voter le taux de la fiscalité locale, l'ensemble des taux, pardon. La délibération que vous nous présentez là ne concerne que la taxe d'habitation. Vous entendez en supprimer les effets pour l'ensemble des ménages, mais par la suite, vous augmentez, contrairement à ce qui était annoncé dans le débat d'orientation budgétaire, vous augmentez les taux de la fiscalité et notamment de la taxe foncière. Et les effets de cette augmentation vont toucher tout le monde, les plus modestes comme les moins modestes. C'est la raison pour laquelle je trouve que d'un point de vue politique, du point de vue de la justice sociale, cette délibération n'a pas l'effet sur le budget des ménages escompté. Deuxièmement, je pense que cette délibération ne respecte pas non plus les critères qui sont posés par la loi, parce que les critères d'exonération sont posés par la loi, et cette délibération s'inscrit dans un espace qui n'est pas prévu par la loi. Donc je pense qu'on a à nouveau une délibération qui prend quelques libertés avec la légalité. Et si je vous disais tout à l'heure que je regrettais que le gouvernement ne donne pas suffisamment de visibilité et de prévisibilité aux collectivités, je pense que cette délibération va entretenir aussi l'insécurité, parce qu'il est tout à fait envisageable que le service du contrôle de légalité vous fasse part de quelques observations, voire d'un recours. Donc je pense que cette délibération est contre-productive et qu'on pourrait s'en dispenser. Madame, je vais vous répondre à vos remarques. Nous sommes d'accord pour dire effectivement que la taxe d'habitation est un impôt injuste. Mais alors, si on doit faire la chasse aux impôts injustes, il faut faire la chasse à tous les impôts injustes, puisque je rappelle que la taxe foncière est également calculée sur les mêmes valeurs locatives. Donc, il y a là une injustice totale qui nécessiterait qu'on se penche sérieusement sur la fiscalité locale. Le problème, vous dites qu'il n'y a pas de visibilité dans la mesure, et pour cause. De quoi s'agit-il? C'est une mesure balancée pendant une campagne présidentielle, mesure, mais alors, qui pue le populisme à 100 km, démago, pour cacher en fait d'autres mesures, et notamment la réforme de l'ISF, qui va profiter, on le sait, aux très riches, c'est-à-dire à ceux qui ont le pouvoir financier, ceux qui ont financé 17 millions d'euros pour faire une campagne électorale au président élu. Donc, on les remercie. Et pour ne pas donner l'image du président des très riches, qui pourtant restera le sparadrap du capitaine Haddock pour ce président, on a balancé une mesure qui faisait popu, sociale. Sauf qu'elle n'a aucun sens. Elle n'a aucun sens. Parce que quand on vous dit 80% de ménages exonérés, on annonce un pourcentage national, alors même que la mesure, évidemment, s'applique localement. Pour Cholet, par exemple, c'est 84,40 ménages, % des ménages. Il y a des communes, il n'y aura plus un seul contribuable. Il y a des petites communes
où il y aura un contribuable qui va payer. C'est-à-dire, vous imaginez la situation de ce ménage qui, le matin, sortant dans les rues de sa commune, verra le balayeur, le jardinier, etc. Ils se diront, tiens, il n'y a plus que nous qui payons, finalement. Attendez, vous appelez ça de la justice? Parce que l'impôt, oui, l'impôt, bien sûr, c'est une répartition. On prend à ceux qui ont plus pour donner à ceux qui ont moins. Très bien. Ça peut être le sens de l'impôt. C'est le sens de l'impôt sur le revenu. Je rappelle que moins de la moitié des ménages payent l'impôt sur le revenu. Toujours dit qu'il devrait y avoir une contribution de principe de tout le monde. Ben bon, ce n'est pas le cas aujourd'hui. En tout cas, c'est une redistribution. On répartit la richesse, effectivement. Mais là, ce n'est pas du tout l'objet. L'objet, c'est de nous dire on a un impôt injuste. Et depuis quand la justice, dans notre pays, est proportionnelle à vos revenus? Mais non. Non, la justice, elle n'est pas proportionnelle aux revenus. Permettez-moi une comparaison. Monsieur A va tuer son voisin parce qu'il a des revenus au-dessus de 60 000 euros, il va être condamné à 20 ans, et monsieur B, qui a des revenus de 20 000 euros, il va être condamné à 10 ans. Non mais attendez, la justice n'est pas un problème de revenus. Si la taxe est injuste, et j'en suis d'accord, alors elle est injuste pour tout le monde. Mais c'est tellement vrai ce que je dis. Mais c'est tellement vrai, madame, que même le président de la République l'a implicitement reconnu en annonçant qu'il faudrait aller jusqu'au 100%. Alors pourquoi ne pas le faire tout de suite? Il faut être logique. Si on va dans la poursuite de ce qui est décidé, on doit appliquer à 100%. C'est d'ailleurs l'avis des élus socialistes. Je voyais l'opinion du président du groupe PS au Sénat qui indiquait qu'il faut appliquer à 100%. Il faut appliquer à 100%. Vous parlez des taux. Pourquoi est-ce qu'on augmente le taux de taxe foncière, madame, d'après vous? Enfin, qu'on propose d'augmenter le taux de taxe foncière. Ah oui, bah oui, vous n'allez pas user votre cartouche, je vous rassure. Donc je pense que la ville de Cholet, comme bon nombre de collectivités, a besoin de retrouver quelques... Non. Je vous pose une question précise. Pourquoi dans la délibération d'après, on dit 2,5 de plus à taxe d'habitation, 2,5 de plus à taxe foncière? Parce que vous nous reprochiez de toucher à la taxe foncière. Ah ben je pense que c'est vous qui allez nous le justifier. Non, je vous pose la question. Parce que ça, j'aimerais bien, parce que dans la mesure où il n'en a pas été question lors du débat d'orientation budgétaire, Madame, je pense que c'est à vous. C'est difficile, c'est pas moi qui propose ce taux-là, c'est difficile de dire pourquoi vous le faites. Non, je ne vous parle pas du taux 2,5, parce que vous avez parlé de la taxe foncière, en disant vous augmentez aussi la taxe foncière. Donc je vous pose la question, pourquoi est-ce qu'on augmente aussi la taxe foncière, éventuellement de 2,5%? C'est pas sur le pourcentage que vous m'intéressez. Non, je vous demande pourquoi est-ce qu'on augmente la taxe foncière aussi? Bien parce que vous avez l'obligation la ville de Cholet a l'obligation de trouver des recettes fiscales. Non, je vous demande une réponse précise. C'est pas ça la réponse. La réponse, elle est simple, elle est juridique. C'est qu'à partir du moment où vous touchez même à de 0,10 la taxe d'habitation, vous êtes obligé de le faire pour la taxe foncière. Donc à partir du moment où on fait 1%, comme on le fait chaque année en principe pour la taxe d'habitation, nous devons le faire obligatoirement pour la taxe foncière. Donc ça, c'est une explication très précise et très juridique. Donc vous ne pouvez pas nous dire vous touchez à la taxe foncière en plus, c'est parce qu'on est obligé. Bon, voilà, c'est aussi simple que ça. Vous parlez d'une injustice par rapport... Est-ce que vous savez combien il y a de foyers fiscaux à Cholet? Vous avez une idée? Oui, enfin, un ordre de grandeur, allez. Allez. Non, promis. D'abord, c'est pas mon habitude. C'est ça. Alors, c'est vrai que si vous me permettiez de siéger, je dirais une trentaine de mille. 24 000, pour être précis. Et savez-vous combien il y a de ménages qui, aujourd'hui, ne payent pas la taxe d'habitation? Compte tenu des règles d'exonération. Pour des raisons sociales, aujourd'hui, avant toute mesure... il n'y a pas que des raisons sociales. Il y a aussi des raisons essentiellement, c'est des revenus ce sont des raisons de revenus, pour la plupart du temps. Qui ne payent pas aujourd'hui? Ouais. Non, je ne sais pas, la moitié au minimum. Non, mais vous avez le droit de ne pas savoir. C'est pas... Il y en a trois. Moi, je suis savant parce que moi, j'ai des services qui me donnent des notes, donc voilà. Et comme j'ai une bonne mémoire, je les ai lus il y a 15 jours, et je sais qu'il y en a 3 952 précisément. Donc, c'est-à-dire à peu près 4 000. Donc, un sixième, en gros, des ménages fiscaux. Il faut savoir que, quel que soit le taux que nous mettons à l'imposition en plus, ces gens-là ne paieront rien de plus. Non, ils ne paieront rien de plus. Eux, ils sont déjà, de toute façon, dans l'exonération totale. Donc, ils ne paieront rien de plus. Qui va, finalement, moins bénéficier de la mesure que ce qui pourrait être le cas, c'est une tranche qui, par exemple, va toucher
une famille avec 2 enfants qui a à peu près, on va dire, ouais, en arrondissant avec les histoires de 10%, etc., à condition qu'ils ne soient pas encadrés, ça va faire à peu près 59 000 euros de revenus fiscaux. 59 000 euros, par 12, on est quasiment à 5 000 euros net de revenus par mois. C'est une famille qui, quand même, que je qualifierais d'aisée. Ce n'est pas une famille dans la difficulté. Voilà jusqu'où va aller la mesure des 80%. Alors, ce n'est pas du tout une mesure qui est d'un côté pour les gens en difficulté, puis l'autre pour les riches. Ce n'est pas vrai. C'est même pas vrai. Ce n'est même pas vrai. Parce que l'exonération, encore une fois, je pense que si 78% avait été un chiffre arrondi, on aurait pu dire 78% pendant la campagne. 82, c'est 80. Allez, ça fait bien. 4/5, bon, pourquoi pas. Ça n'a aucun fondement. Ça n'a aucun fondement. Aucun. Donc, on est dans une mesure qui, en réalité, encore une fois, est une mesure totalement populiste et qui ne va pas apporter en tant que telle, puisque de toute façon, on n'aura pas une suppression réelle de ces taxes fiscales qui sont effectivement injustes. Ensuite, il y a un point sur lequel les gens de la majorité nationale sont très silencieux, c'est que, ça a été glissé dans le propos de M. Champion, c'est qu'il y aura une taxe d'habitation résiduelle pour tout le monde. Parce qu'il est prévu que les taux puissent évoluer encore en 2018, 19, 20, même si on en reste à notre taux de 1% tel qu'on le prévoit chaque année, depuis 2008 précisément. Ce 1%, lui, ne sera pas impacté par les 30, 65, 100%. Donc le 1% que vous aurez à payer en plus en 2018, vous le paierez en plus avec 1% de plus éventuellement en 2019 et ainsi de suite en 2020. Donc même si on vous dit en 2020 vous n'avez plus de taxe d'habitation, c'est un mensonge. Vous recevrez un rôle, alors vous aurez évidemment la redevance télévisuelle et en plus vous aurez ce résidu. Vous savez, je me suis amusé à un petit calcul. Je fais un petit calcul sur la base d'une taxe d'habitation de 1 200 €. Puisque, je rappelle, hein, c'est sur la valeur 2017 que va porter. Si vous faites 1 200 €, lorsque vous serez en 2020, je ne veux pas passer les 30%, en prenant en compte ce que nous souhaitons décider, c'est-à-dire exonération à 100%, qui entraîne une un peu plus importante augmentation des taux. C'est pas 2,5, hein, c'est 1,5, puisque de toute façon c'était 1 au départ, donc c'est 1,5. Si on prend en compte cette augmentation des taux, un ménage qui payait en 2017 1 200 € aura, avec 1%, il paierait 36,36 € en 2020. Il les paierait, cela. On ne va pas l'exonérer, ces 36,36 €, parce que c'est l'augmentation qui aura eu lieu au fil des 3 années. Avec notre 2,5%, il paierait 92,27 €. Donc en fait, la différence entre le 1% qu'on appliquera de toute façon, quoi qu'il arrive, et les 2,5 qu'on propose dans ce schéma, ça fait précisément 55 €, je vous passe les centimes, 55 €. Supposez qu'il soit propriétaire. Allez, il double l'augmentation, forcément. 55 €, ça fait à peu près, allez, on va arrondir à 120 €. Mais à côté de ça, il ne paiera plus les 1 200 €. Il aura 1 200 € qu'il ne paiera pas, et il aura 120 € qu'il paiera. C'est-à-dire que la mesure gouvernementale qui lui aurait rapporté 1 200 €, pardon, finalement, lui rapportera que 1 080 € en réalité. C'est-à-dire à peine 100 €, je vous l'ai dit, oui, précisément, 55,21 €, s'il n'est que locataire, 55,21 €, s'il est propriétaire, à peu près 10 €. C'est-à-dire qu'il paiera en moyenne 10 € de taxes d'habitation par mois, s'il est propriétaire, et à peine la moitié s'il n'est pas propriétaire. Écoutez, je pense que c'est supportable pour l'effort commun. Pour l'effort commun et pour faire une action de justice pour tous. Parce que de toute façon, ce que je viens d'indiquer, pour les plus riches, ben, ils ont généralement plus de taxes d'habitation. Ils ont une taxe foncière plus importante. Donc de toute façon, ils continueront à avoir la répartition, ils continueront aussi à payer pour les autres. Ce n'est pas du tout un souci. Et nous aurons vraiment une mesure appliquée à toutes et à tous, d'une façon juste. Et je crois que c'est ça l'objectif. Et c'est de dire aussi, mais vous prenez une décision qui en réalité n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens telle qu'elle est appliquée. Vous ne poussez pas la logique jusqu'au bout. Et je le répète, la preuve en est, c'est que le président de la République, qui sans doute s'est aperçu de la complication de la mesure, a parlé d'aller jusqu'à 100%. Des ménages exonérés.
En plus, vous avez un tas de problèmes dans cette mesure. Si on pense à l'effet yo-yo, ce que j'appelle l'effet yo-yo. Un couple, une année, il y a un des conjoints qui est à mi-temps. Il est sous la barre, plus de taxes d'habitation. L'année d'après, le conjoint passe à temps plein. Il passe la barre. Taxe d'habitation. Ça peut durer longtemps, hein, mais ça va être une complication invraisemblable. Ensuite, vous habitez dans un quartier, un lotissement où les maisons sont identiques. Des quartiers comme cela, vous êtes voisins, vous avez la même maison. Parce que vous gagnez 100 € de plus par mois, vous passez le cap, alors vous allez toujours payer de la taxe d'habitation, et votre voisin qui a exactement la même maison, le même nombre de chambres, le même nombre de salles de bain, de WC, etc., il ne paiera plus. Si ça s'appelle la justice, je peux vous dire que je n'ai pas la même notion que ceux qui prennent des décisions nationales aussi scandaleuses, disons-le. Ensuite, vous me dites, la mesure, votre délibération sera peut-être déférée, illégalité, etc. Peut-être, nous en prenons le risque. Mais, je veux vous dire, on va nous dire qu'on est illégaux dans l'application d'une délibération par rapport à la loi. Moi, je pense profondément, alors nous aurons peut-être une nouvelle discussion constitutionnelle, mais je pense profondément que les gens qui ont voté ça sont dans l'inconstitutionnalité. Le Conseil en jugera. Mais en tout cas, ça me paraît d'une grande évidence. Parce que là, il y a des grands principes posés par la Constitution sur l'impôt, et c'est une violation totale. Totale. Monsieur Cerqueux, vous vouliez vous exprimer, je vous en prie. Oui, effectivement, je pense qu'on a fait un peu le tour du débat déjà, mais juste ou pas juste, la loi va s'appliquer si, sous peu qu'elle soit jugée constitutionnelle. Et donc, l'exonération sera compensée intégralement, au moins dans un premier temps, alors que l'abattement que vous envisagez de faire pour les revenus les plus élevés parmi nous sera en fait compensé par les hausses des autres taxes. Donc, pour corriger une injustice, vous risquez d'en créer une autre. Non, mais non. Non, parce qu'il y aura toujours de toute façon un gain in fine. Puisque la partie marginale qui restera due à l'augmentation sera, par son adjectif l'indique, marginale par rapport à la totalité de la taxe d'habitation qui sera plus payée. Cela dit, vous tentez de corriger une loi que vous estimez injuste par des mesures qui sont purement scholtaises. Oui. Je pense que cette mesure ne passera pas le contrôle de l'égalité. Et donc, écoutez, on verra. Peut-être perd-on son temps. Vous dire que ça met... Peut-être perd-on son temps en débattre. Non, on ne perd jamais son temps, monsieur, à défendre la justice. Jamais. Non, c'est ce que vous dites est effectivement très joli, mais oui, je pense que ça, oui, mais vous ça savez, aura au moins dans un le temps, débat public, est-ce qu'il est devenu, croyez-moi, que des phrases très jolies, ça manque, et nous en avons besoin. Mais ça aura au moins un temps occupé un peu de l'espace médiatique. C'était peut-être le but que vous recherchiez. Dans ce cas-là, c'est réussi. Vous savez, je n'ai jamais eu une passion extraordinaire pour les médias, donc plus je vis discrètement, mieux je me porte. Cela étant, non, oui, si l'espace médiatique est occupé parce qu'on dit qu'il y a une ville au moins, qui sait ce que c'est que la justice, et qui sait ce que c'est que l'équité, c'est-à-dire, encore une fois, partant d'une mesure injuste, de faire en sorte que tout le monde puisse bénéficier d'un système qui va permettre de balayer cette injustice. Eh bien, je crois qu'on aura la chance de dire que c'est à Cholet. Vous savez, j'entends la MF qui pleurniche, qui hurle, qui conteste, etc. C'est gentil, mais ils font quoi? Rien, comme d'habitude. Ça bouillonne, mais il n'y a aucune efficacité, il n'y a aucune proposition. Nous, on fait de vraies propositions. Alors évidemment, ça ne plaît pas. Je lisais cet article ce matin. Bon, c'était assez comique, je veux dire. Ça fait du bien de lire des trucs comme ça, des fois. Il y avait deux gus, que je ne connais pas d'ailleurs, qui écrivaient des choses invraisemblables, puisqu'ils expliquaient, dans un premier temps, on avait dit qu'on augmenterait d'1%. Non, on a augmenté d'1% sans cet abattement. Ils n'ont absolument rien compris. Ensuite, alors, je ne vous dis pas déjà les phrases totalement incompréhensibles, je vais passer dessus. Et tout ça pour nous dire qu'il faudrait supprimer en totalité la taxe d'habitation. Ben oui, on est d'accord, mais c'est ce qu'on fait. Donc on anticipe, nous. On est plutôt dans le bon élément. On nous dit même que d'augmenter de 2,5%, c'est illégal. Alors là, je pouffe de rire, je ne vois pas en quoi c'est illégal. Voilà, c'est un choix politique, mais je ne vois pas en quoi c'est illégal. Après, on nous parle même des
la taxe d'ordures ménagères, qui serait, soi-disant, très chère à Cholet, alors qu'en réalité, elle n'a fait que diminuer depuis des années, et que quand on regarde les autres territoires qui nous ont rejoints dans l'agglomération, on est largement en dessous. On nous dit qu'il y a des réserves là-dessus. Ben oui, mais ça, c'est visiblement... les Gugus, ils sont très incompétents, parce qu'ils ne savent pas que c'est un budget annexe, et que ce budget annexe, il prépare aussi des investissements dans le domaine pour lequel nous touchons une taxe. Voilà la réalité des choses. Enfin bon, voyez-vous, ça, il y aura toujours des rigolos, mais ce qui est bien, parce qu'au fond, ça nous fait rire quand on lit le journal le matin. Donc voilà, après, encore une fois, vous pouvez ne pas être d'accord, parce que vous n'êtes pas d'accord parce que vous êtes dans l'opposition, bon, c'est votre droit le plus strict, mais je le redis, encore une fois, les chiffres sont clairs. Oui, nous assumons que pour ceux qui entrent dans le cadre gouvernemental, ils auront un peu moins de bénéfices que si nous ne prenions pas cette mesure. Mais d'un autre côté, la mesure, elle s'applique à tous. J'ai vu aussi les propriétaires qui se plaignaient, mais le propriétaire bailleur, lui, je rappelle que sa taxe foncière, elle est déductible de ses revenus fonciers. Donc, selon le pourcentage auquel il est imposé, il récupérera très vite, probablement totalement d'ailleurs, l'augmentation qui sera faite, sans aucun problème. Donc là aussi, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Quant aux entreprises, elles ne sont pas impactées, puisqu'on n'est pas à l'agglomération, on est à la ville. Donc je crois que si effectivement, M. Cercueil, il y a un intérêt médiatique, c'est de dénoncer nationalement cette mesure populiste qui est d'une totale absurdité, et ensuite de montrer que si effectivement il y a quelque chose à faire, c'est une vaste réforme de la fiscalité locale. Et plutôt que de faire cette espèce de mesurette, il était beaucoup plus pertinent d'annoncer une vraie réforme en se donnant un délai bref, disons dans 2 ans, d'ici 2 ans, on fait une vraie réforme. Là, il y avait vraiment un enjeu. Parce que tout ça aussi, il ne faut pas oublier quand même que c'est pour essayer d'éliminer de l'esprit des gens un certain nombre d'augmentations qui vont se prendre dans le visage au 1er janvier. La CSG. Alors, on baissera les charges. On fera faire un petit décalage de 6 mois. Pendant ce temps-là, on s'en mettra plein les poches. Et puis ceux qui n'ont pas de charges qui viennent en moins, ils se récupéreront sur la taxe d'habitation. C'est-à-dire que ceux qui ont les charges, ils bénéficieront de la taxe d'habitation. Et je le redis, en plus, on est dans des montants d'exonération qui ne sont pas des montants pour des ménages que je qualifierais en difficulté. Et je le redis aussi parce qu'il faut que ce soit très clair. Le ménage sur 6 qui aujourd'hui ne paye pas de taxe d'habitation n'en paiera toujours pas. Et quelle que soit l'augmentation du taux que nous votons, ils ne bougeront pas parce qu'il n'y aura aucun impact. Aucun. Donc je crois que, in fine, c'est, encore une fois, une grande mesure de justice. Bien, nous allons passer au vote. Qui vote pour? 35. Abstention? Contre? 9. C'est bien.